Le professeur Guillaume Smith est donc le génomicien qui nous suit depuis la naissance d'Aurélien. C'est vraiment une personne qui est très importante dans ce projet parce qu'il nous a vraiment aidé pas à pas à comprendre. On est revenu vers lui plein de fois avec plein de questions, c'est une patience absolue. Et j'espère que ce qu'il va vous raconter va vous passionner, professeur Smith. Bonjour. En fait, moi, je suis là. Qui aurait dit qu'il y a 5 ans, je serais devant vous. Donc je remercie l'Association belge du syndrome de Marfan de m'avoir invité aujourd'hui. Donc il y a 5 ans, on va dire, mon monde génétique et scientifique a un peu changé petit à petit avec la rencontre des maladies rares, mais surtout de 2 personnalités rares. Et donc j'ai rencontré Ludivine et Romain dans un cadre médical. Et depuis, c'est eux qui sont le moteur scientifique d'une partie de ma SMED et de mes années. Donc, je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui doivent être capables d'avoir fait ce qu'ont fait Ludivine et Romain et de pouvoir passer de patients à personnes que l'on pourrait appeler aujourd'hui en anglais Principal Investigator, ça veut dire vraiment être les moteurs de projets de recherche et faire avancer des véritables projets de recherche comme on demande aujourd'hui de le faire à des chercheurs. Et donc je voudrais vous remercier de m'avoir invité cet après-midi et vous pouvez vraiment les soutenir, leur donner votre énergie parce qu'ils vont vous en donner encore beaucoup et j'espère beaucoup que leurs projets, et il y en aura encore d'autres parce qu'aujourd'hui ils ne vous ont pas tout présenté, pourront vraiment aider tous les patients, que ce soit les patients Marfan mais aussi les patients atteints d'autres maladies rares. Moi, les spécialistes du Marfan sont devant moi, je les regarde avec grand respect. J'ai plutôt été parti sur la bioinformatique et la génomique de manière générale. Et un jour, Romain me téléphone. On était plus loin, on va dire, dans les cours de génétique et de génomique qu'au début. Et il me dit, il a découvert la database GNOMAD, qui sont 120 000 patients contrôle. Et il avait déjà découvert la database UMD, qui est la database des patients Marfan à Paris, que vous connaissez peut-être tous. Et Romain me téléphone en disant, Guillaume, je ne comprends pas, il y a des mutations de la database UMD dans la database GNOMAD, ce sont des patients Marfan, ce sont des patients contrôle, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à parler de ce qu'on appelle la pénétrance incomplète, que des patients peuvent porter une mutation et ne présenter presque aucun symptôme, d'autres vont être sévères. Et alors, Romain me pose la question qui est la question, je pense, de la médecine du futur, qui est la médecine préventive. Et il me dit, mais est-ce qu'il faut rappeler ces patients? Est-ce qu'on doit contacter GNOMAD et dire que ces personnes qui portent les mutations qui sont dans la database UMD, est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce qu'on doit leur faire des échographies cardiaques? Et c'était une excellente question scientifique. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à discuter sur les possibilités de comment arriver à se convaincre si oui ou non on devait recontacter la database GNOMAD et si oui ou non on devait dire que, par exemple, ces gens devaient faire une écho-cœur tous les 5 ans, par exemple, qui serait une actionnabilité clinique assez raisonnable. À ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment démontrer quelque chose, mais Romain a monté avec Ludivine toute la Fondation 101 Génome, le projet pilote. On se retrouve à table à ce moment-là avec le centre de Gand, le centre d'Anvers, le centre de Paris. Et donc, on commence à avoir autour de la table suffisamment de gens, experts, avec accès à suffisamment de données pour peut-être envisager de la bioinformatique. Parce qu'il nous faut des grands groupes de patients et des grands groupes de contrôle pour pouvoir faire une démonstration statistique ou pour pouvoir créer des outils d'intelligence artificielle qui sont bien entraînés.
correctement entraîné sur suffisamment de données. Et donc, une des questions qui a déjà été introduite par le professeur Bartlois, c'est quand vous avez un variant dans le gène FBN1, plein de gens, vous avez presque tous des variants, mais la majorité de ces variants vont être bénins. C'est ce qu'on voit dans la première ligne. Vous comprenez la phrase va être la même s'il y a une petite variation sur le U. D'accord. Je vous laisse lire mon accent anglais depuis 10 ans. Bart vous a présenté les variants, ce qu'on appelle haplo-insuffisants, par exemple une mutation stop, ou bien, qui sont la première ligne ici, ça va avoir un stop, ça coupe la phrase. On peut comprendre qu'on ne comprendra pas la phrase, que la protéine ne fonctionnera pas. Une autre qu'on appelle une mutation frame shift, il manque par exemple quelques lettres, et à ce moment-là, comme l'ADN est lu 3 lettres par 3 lettres, vous ne comprenez plus la phrase derrière. Ça, normalement, c'est assez facile de prédire l'effet pathogénique. Par contre, ce qu'on appelle un variant faux sens en français, mi-sens en anglais, qui est le changement de un acide aminé dans la protéine. Ça serait une lettre dans notre phrase. Est-ce que la protéine fonctionne encore ou elle ne fonctionne plus? Est-ce que le you ou le lou est vraiment quelque chose d'important ou de bénin? Et c'est là que c'est difficile. C'est là que parfois, il est difficile de même peut-être diagnostiquer un patient. Si le patient a déjà des symptômes, on va se dire c'est peut-être ça le variant en cause, et on va probablement le suivre, peut-être faire des tests fonctionnels sur les poissons, quoi, pour se convaincre que c'est ça la cause chez le patient. Mais la question que m'avait posée Romain n'est pas celle-là. Elle est si on a un patient, si pas un patient, une personne, comme une personne dans le public, et qu'on trouve tel variant, est-ce qu'on doit faire de la médecine préventive? Est-ce qu'on doit protéger l'aorte? Est-ce qu'on doit suivre son aorte? Et ça, pour essayer de répondre à ça, on a donc travaillé avec le groupe scientifique de Marfan et on a pris nos outils bioinformatiques qui ne sont pas spécifiques du gène de Marfan et qui cherchent à, comme dans le variant loup, dont je vous ai montré, à essayer de prédire s'il est plutôt bénin ou pathogénique. Il y a déjà plus d'une quarantaine de prédicteurs comme ça. Ce sont des outils bioinformatiques qui ont été entraînés sur des variants chez des patients malades contre des variants qu'on a par exemple dans des databases de patients contrôle. Et ce sont des outils, on va dire, d'intelligence artificielle, pour faire simple, qui ont appris à séparer un changement comme you avec 2 O d'un changement comme lou avec LOU. D'accord? Alors, si vous prenez ça, ça marche déjà très très bien. C'est comme ça qu'on fait nos diagnostics. La plupart des diagnostics de génétique aujourd'hui en routine. Et le but, pour répondre à la question de Romain, c'était est-ce que si on combine les bons prédicteurs qui sont les meilleurs sur le gène FBN1, on pourrait arriver à être encore meilleur pour le gène FBN1, pour les patients Marfan d'un côté, mais aussi pour peut-être arriver à retourner chez les quelques patients contrôle qui ont des variants dans le gène FBN1, des variants loup, et leur dire vous devriez faire une écho-cœur tous les 5 ans. Pour faire court, en bioinformatique, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des patients contrôle, des variants d'individus contrôle, des variants de patients. On a pris tous les prédicteurs qui étaient connus, environ une quarantaine. On a dû de manière contrôlée faire toutes des comparaisons. On a donc, si vous voulez, processer des données. On a utilisé des données de statistiques. Ici, plutôt que des données d'intelligence artificielle, c'est celles-là qui ont marché le mieux, cette fois-ci. Et on a essayé de créer GEMVAP pour le gène FBN1, mais ce processus pourrait fonctionner pour d'autres gènes, pour d'autres maladies rares. La seule chose, le point crucial, c'est d'avoir suffisamment de données de qualité pour des patients et suffisamment de données de qualité pour les patients contrôle. Alors je fais court, ça c'était toutes les databases, on en a déjà parlé, mais
On avait au départ 1868 variants de patients, donc c'est important qu'on puisse, par exemple, échanger cette information entre nous, qu'il n'y ait pas de silo d'informations et qu'on puisse avoir les plus grandes cohortes internationales possibles, tout en respectant la vie privée. Et c'est ce qu'avait vu Romain. On avait trouvé 976 variants dans les databases de 120 000 patients contrôle, mais il y avait des variants qui étaient présents chez les deux. Et là, vous voyez les nombres, mais d'un point de vue bioinformatique, en fait, ces nombres ont dû être diminués drastiquement parce qu'on a dû faire tous des contrôles, on a dû éliminer des variants, et c'était assez difficile, mais on est arrivé à avoir un nombre suffisant. Ici, vous avez une représentation des acides aminés, c'est les lettres qu'il y a dans les protéines, c'est un peu comme des morceaux Lego qui composent les protéines. Et ce que vous connaissez peut-être tous, c'est que les cystéines sont très importantes pour le gène VN1. Et ce qu'on a remarqué, c'est que par exemple, le tryptophane, il n'y a que des patients. Il n'y a aucun patient contrôle qui porte un acide aminé tryptophane changé. Et puis, on a montré qu'il y a des patients contrôle qui peuvent avoir les lettres. Et donc, là, il y a déjà une information. On a l'impression que ces deux acides aminés-là sont déjà très importants. Évidemment, les spécialistes du gène le savaient déjà depuis longtemps, mais simplement, grâce à la bioinformatique, vous arrivez à refaire ça en beaucoup plus vite aujourd'hui quand vous avez accès à des cohortes de patients. Alors, pour faire court, on a entraîné le système avec 3 façons différentes, et le résultat, c'est qu'on a préféré choisir un système avec 5 prédicteurs. Ce n'est jamais parfait, d'accord? En bioinformatique et surtout en prédiction, ce n'est jamais parfait, on essaie de faire pour le mieux. Mais c'est celui qui nous permet de séparer le mieux les variants chez les patients par rapport aux variants dans les individus contrôlés. Donc, c'est-à-dire qu'ici, 0 prédicteurs vont nous dire que ce variant a un effet pathogénique. Tandis qu'ici, 5 prédicteurs vont nous dire que ce variant a un effet pathogénique. C'est pas parfait, puisque normalement ont été décrits chez les patients tous ces variants-ci. Or, pourtant, 0 prédicteurs disent que c'est un variant pathogénique. Donc maintenant, les spécialistes, c'est ce qu'on discutait ce matin, vont retourner quels étaient ces patients-là. Est-ce que c'était des patients à effet léger? Est-ce que ce sont les prédicteurs qui ont tort? Et si oui, alors on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi ils ont tort. Première chose. Et deuxième chose, pour revenir à la question de Romain, quels sont les variants qui sont ici chez les patients a priori contrôle? C'est quoi ces variants-ci? Est-ce que ce serait ces variants-là, ou peut-être il y a une pénétrance incomplète, ou peut-être on devrait retourner chez eux et dire à ces patients, à ces individus contrôle, vous devriez faire une échographie cardiaque. Donc on en est là. C'est un outil qui maintenant est disponible, est à la disposition des centres de génétique qui veulent analyser le gène FBN1. Ce n'est pas révolutionnaire dans le sens qu'ils le faisaient déjà et tout, simplement c'est un outil en plus qui a été bien testé, qui a été démontré scientifiquement pour eux. Mais la question importante, c'est plutôt cette médecine prédictive. Est-ce que oui ou non, la génétique un jour va amener à faire des tests préventifs, peut-être pas chez les patients marfands, parce que là, on a peut-être plus l'habitude de voir le phénotype, mais comme parlait le docteur De Backer, vers ces patients avec HTAD, donc par exemple qui sont à risque d'avoir une dissection aortique légère, peut-être qu'on va retrouver ces variants, comme elle l'a montré, avec d'autres petits variants dans d'autres gènes importants pour l'aorte, et qu'on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle de la médecine génomique ou de la médecine plurigénique, pas juste sur un seul gène. Ici, c'était pour vous montrer qu'on a prédit maintenant, avec ces 5 prédicteurs, on a prédit les scores de tous les variants dans le gène. Et par exemple, vous voyez qu'il y a une région dans le gène, vous pouvez avoir des variants, c'est pas grave.
c'est connu pour la protéine, c'est une zone qui est ce qu'on appelle charnière et qui est souple, qui est déstructurée et qui peut tout à fait tolérer d'avoir des variants, par exemple. C'est ce genre de découverte que vous pouvez faire par rapport, enfin découverte, de démonstration que vous pouvez faire par rapport à la bioinformatique. Donc, vous connaissez tous les noms ici. Moi, je suis juste la pièce rapportée ce soir, enfin cet après-midi, pardon. Et je voulais remercier évidemment Romain et Ludivine pour leur soutien et toutes leurs idées maintenant, parce que c'est eux qui deviennent le moteur scientifique pratiquement. Il y a tous les collaborateurs du projet 101 génome Marfan, dont vous voyez les noms. Et alors les deux bioinformaticiens qui ont fait le travail, Youssef, qui est étudiant en thèse et qui a fait la grande majorité du travail, aidé par Claudio Reggiani, ingénieur de l'école polytechnique de Milan. Et donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous cet après-midi.